Deuxième vidéo de la série Système immunitaire, comment contrôler la réaction inflammatoire. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors avant d'essayer de la contrôler, cette réaction inflammatoire, on va déjà essayer de comprendre à quoi elle sert au final. Puisque oui, on mange les ennemis, mais finalement, pourquoi ça gonfle? Pourquoi tout ce système-là? À quoi ça sert? Je vous rappelle que dans la réaction inflammatoire, interviennent uniquement les granulocytes et les macrophages. Les lymphocytes B et T ne sont pas encore intervenus. Or, ils agissent, ils sont très importants. Il va falloir les prévenir, eux, qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du front. C'est comme si vous aviez les soldats à la frontière qui défendent notre pays, mais qui ne vont pas prévenir les armées à l'intérieur. S'il n'y a personne qui va dire au général « Chef, on se fait attaquer à la frontière nord. Comment voulez-vous que les renforts arrivent ?» Les renforts ne viendront pas. Donc, ces soldats spécialisés doivent être prévenus. Et c'est là que la réaction inflammatoire a un rôle très important, c'est qu'elle laisse le temps à ces soldats d'être prévenus et de se déplacer. Donc, qui va aller les prévenir? Souvenez-vous, dans nos 3 catégories de cellules de défense, que je n'ai pas toutes représentées ici. Il y en a une, on avait dit que c'était une lâche. Elle se débinait dès qu'il y avait un ennemi. Et bien, elle se débinait pas en fait. C'est la cellule dendritique, c'est elle qui vient les prévenir. Cette cellule dendritique, à partir du moment où elle a avalé un ennemi, elle prend le nom de cellule présentatrice d'antigènes, qu'on appelle la CPA, parce qu'elle va présenter au lymphocyte un petit morceau de quelque chose qui provient d'autre chose que de nos gènes, antigènes contre nos gènes. Elle va présenter un petit morceau d'ennemi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Cette cellule possède un récepteur qu'on appelle le PRR, Pattern Reconnaissance Receptor. I speak very well English. Ce récepteur PRR, il va fixer la bactérie. La bactérie, forcément, on a dit, elle se fait becter. Oui, on va pas l'emmener vivante à l'intérieur du corps, on n'est pas fada quand même. Donc, il y a endocytose. Et voilà. La cellule dendritique, elle n'est pas fada. Une fois qu'elle l'a fait rentrer, la bactérie, elle la laisse pas vivante à l'intérieur d'elle, elle va la bouffer. Elle fait donc la phagocytose. Mais si elle veut pouvoir montrer l'ennemi aux lymphocytes pour leur dire hey, « regardez à quoi ils ressemblent, trouvez la bonne arme, il faut les tuer », il faut bien qu'elle leur montre. Si elle est cachée à l'intérieur, la bactérie digérée, ils ne vont pas pouvoir la voir. Donc, elle va pratiquer de l'exocytose, c'est-à-dire qu'elle va sortir les petits morceaux provenant de la bactérie digérée pour les montrer aux lymphocytes. Mais pour les montrer, il faut bien les montrer dans une main, dans quelque chose. Tiens, regardez, voici à quoi il ressemble. Ouais, il est beau mon petit Pex. Hein. Ça, c'est un morceau de l'ennemi. Trouvez l'arme pour le détruire, s'il vous plaît. Vite, on est attaqué. Donc, il lui faut une main. Et cette main, c'est ce qu'on appelle un récepteur du CMH, le complexe majeur d'histocompatibilité, un complexe important de compatibilité des tissus, qui permet donc de tenir en surface un petit bout de celle-là pour aller la montrer à qui? À un lymphocyte. Alors ici je fais le LT, lymphocyte T, qui lui va posséder forcément un récepteur complémentaire qui va avoir, alors là maintenant je vais m'amuser parce qu'il faut que je fasse la forme complémentaire, bref vous l'aurez compris, hein, c'est censé être emboîté ensemble. Donc ici ce récepteur on l'appelle le TCR et donc le lymphocyte T il va venir toucher le CMH avec le petit morceau ici qu'on appelle un antigène, hein, c'est pas la bactérie complète, c'est juste un morceau, un antigène. Et ce lymphocyte T, donc, une fois qu'il aura reconnu ce petit morceau de bactérie, cet antigène, il va s'activer, il va dire « Ouais, ça y est, c'est moi, je suis le bon lymphocyte, je connais ce petit bout d'antigène, je sais comment lui faire la fête, je vais y aller !» Et voilà comment nous activons notre réponse immunitaire dite adaptative qu'on va traiter dans les vidéos suivantes. Donc la réaction inflammatoire, elle permet aux cellules dendritiques de devenir des cellules présentatrices d'antigènes, de se déplacer dans l'organisme pour aller à la rencontre des lymphocytes. Alors vous allez me dire comment est-ce que lui il sait que ce qu'il reconnaît c'est bien un truc étranger et pas étranger? Tout simplement parce que justement nous avons ces complexes majeurs d'histocompatibilité sur nos cellules à nous. C'est pour ça qu'on appelle ça histocompatibilité. Histo, ça veut dire tissu. Donc, dans notre corps, nous pouvons avoir toutes sortes de catégories de cellules. Les cellules du soi, qui ont été faites par nos gènes à nous, hein, possèdent à leur surface des CMH de type 1 ou CMH de type 2. Donc, ça va être les hématocytes, les macrophages, les granulocytes, les lymphocytes B, les lymphocytes T, les cellules buccales, les cellules intestinales, les cellules cancéreuses. Et oui, les cancéreuses, elles nous appartiennent. Donc, on ne les reconnaît pas comme des corps étrangers. Par contre, on peut les reconnaître comme du soi modifié.
Et nous avons en nous des cellules du non-soi, c'est-à-dire les virus, les hématozoaires, les streptocoques, les toxines, les champignons, des hématies étrangères si vous faites une transfusion, des cellules de greffon, des grains de pollen. Bref, nous reconnaissons nos cellules grâce à ce complexe majeur d'histocompatibilité. Alors, ok, maintenant vous allez me dire, oui, mais comment elle sait où aller et se trouvent où les lymphocytes T? Eh bien, ils sont à des endroits particuliers. Comme nous, dans notre pays, nous avons des armées à l'intérieur des terres, notre corps, il a également des casernes. Nous avons donc dans notre organisme différents lieux, les lieux de formation de cellules de l'immunité, les lieux de stockage des cellules de l'immunité. Vous voulez être soldat? Eh bien, on vous envoie dans un certain régiment pour vous former dans certaines casernes. Vous allez apprendre à tel ou tel endroit. Puis une fois que vous êtes formé, on vous envoie dans un régiment qui lui est stocké à des endroits stratégiques de notre territoire pour attaquer en cas de défense. Donc ici, c'est la même chose. Donc nous avons des lieux de formation de cellules de l'immunité, la moelle rouge des os, on en a déjà parlé, mais nous avons également le thymus qui intervient, puisqu'en fait, nous avons les lymphocytes T qui, une fois qu'ils sont fabriqués ici, qui ne sont pas encore tout à fait matures, vont migrer par le système lymphatique pour aller jusqu'au thymus pour être maturés, alors que les lymphocytes B restent dans la moelle osseuse rouge des os. Alors ça peut être le fémur, là, les omoplates, les côtes aussi, le sternum. Et nous avons donc les fameuses casernes, les réserves, là où on stocke les soldats partout un peu sur notre organisme. Donc ces casernes, elles sont à des endroits stratégiques, partout où on peut avoir des entrées de microbes, autour de la sphère ORL, tout autour de l'appareil digestif. Bah oui, vous bouffez un truc pas clair, pas net avec des bactéries. Les bactéries, vous croyez quoi? Qu'elles vont rester gentiment dans votre intestin? Elles vont essayer de passer dans votre corps pour vous envahir. C'est pareil, on a la rate. On va avoir également des casernes, donc des ganglions bien sûr, au niveau de la sortie des bras. Vous vous blessez au niveau du doigt, hein, vos mains elles font tout. La preuve, moi je me suis blessée, je me suis tapé une écharde. Et bien les petites bactéries, là, elles vont rester dans mon doigt. Ben non, elles vont remonter, 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 remonter. Le but du jeu, c'est de m'envahir. Donc si vous êtes contaminé ici, elles vont remonter. Et vous avez des casernes ici pour bloquer. Pareil là, pareil ici. Vous avez des casernes au niveau de l'appareil reproducteur, mais qui vont servir également à bloquer tout ce qui remonte depuis le bas des jambes. Donc vous voyez que les casernes, elles sont loin. Elles sont situées par contre à des endroits stratégiques. Il faut donc bien du temps pour organiser tout ça. Et c'est donc bien le but de la réaction inflammatoire. Sauf que voilà, parfois la réaction inflammatoire, elle dure trop longtemps. Ça fatigue plus qu'autre chose, puisque la fièvre peut avoir des effets secondaires, notamment au niveau du cerveau. Et donc, quand la fièvre est trop importante, il va falloir limiter l'inflammation. Or, souvenez-vous, on a dit dans la vidéo précédente que l'inflammation correspond à un afflux de sang et donc à une vasodilatation des vaisseaux. Or, on a un médiateur chimique que l'on connaît bien, la prostaglandine. On sait qu'elle intervient sur la vasodilatation. Alors, c'est pas la seule, on est d'accord. On connaît bien sa chaîne de fabrication. Donc, on sait qu'il nous faut 2 enzymes pour arriver à la prostaglandine. Si on arrivait à trouver un moyen pour empêcher les enzymes de fonctionner, on ne pourrait pas fabriquer la prostaglandine. C'est exactement comme dans une usine. Vous avez des machines avec des rouages. Foutez un petit caillou, bloquez les rouages, vous ne produirez rien. Donc bloquons les enzymes et on va pouvoir limiter la production de prostaglandine. Et en limitant la production de prostaglandine, on limite la vasodilatation. Et en limitant la vasodilatation, on limite la fièvre et la réaction inflammatoire. Ainsi, les molécules anti-inflammatoires, c'est-à-dire finalement celles qui vont empêcher la fabrication de molécules à l'origine de l'inflammation, c'est ce qu'on appelle donc les anti-inflammatoires. Il en existe 2 catégories. Les anti-inflammatoires stéroïdiens qui vont agir au niveau de la phospholipase et les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui, eux, agissent au niveau de la cyclooxygénase. Intéressons-nous dans un premier temps à la cyclooxygénase, voir dans quelles conditions elle est synthétisée par les monocytes et les granulocytes. Donc des chercheurs travaillent sur la réaction inflammatoire et principalement sur l'enzyme COX. On l'appelle COX, cyclooxygénase. Donc on fait incuber un nombre défini de monocytes de granulocytes en présence d'une concentration de 10 microgrammes par millilitre de LPS, c'est-à-dire la molécule de la paroi de nombreuses bactéries, pendant différents temps. Et on va ensuite repérer par électrophorèse la quantité de molécules COX qui a été produite.
Ainsi, dans ce tableau, on vous présente les tâches obtenues par électrophorèse sur les 4 expériences, c'est-à-dire celles où il y a eu 0 heure d'incubation, celles où il y a eu 1 heure d'incubation, 2,5 ou 4,5 heures d'incubation. Que nous apprennent ces résultats? Déjà, on voit tout de suite 0 heure d'incubation, toute petite tâche, et plus le temps d'incubation est long, plus la tâche correspondant à la quantité de COX produite est importante. Donc, on résume. Constat 1, 0 heure d'incubation, soit pas de contact entre les bactéries et les cellules immunitaires, on n'a pas de COX-2 qui a été produite, la tâche est toute petite. Constat 2, plus le temps d'incubation est long, plus la tâche est grande, plus il y a de COX-2 qui a été produite. Déduction, les granulocytes et les monocytes sont responsables de la production de COX-2 à l'origine des prostaglandines. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait concernant ces fameuses enzymes, puisque COX est une enzyme? On le sait, une enzyme, c'est une protéine responsable de réactions libérant des produits à partir d'un substrat fixé sur un site de fixation. Qu'est-ce que ça veut dire? Petit schéma pour comprendre le fonctionnement d'une enzyme. Vous prenez une enzyme, E. Elle possède un site de fixation qui a une forme particulière. Sur ce site de fixation ne va pouvoir venir se fixer que le substrat qui possède la forme complémentaire. L'enzyme va agir, couper ce substrat en deux et ensuite libérer les 2 morceaux de substrat qui forcément ont été modifiés. Maintenant, c'est plus la même chose qu'au départ. Ce qui veut dire que mon enzyme COX, quand elle fixe un substrat, elle va le couper en 2 pour fabriquer 2 autres produits. En l'occurrence, elle se fixe sur l'acide arachidonique. Elle va libérer 2 produits, dont un qui nous intéresse, la prostaglandine. Donc si j'empêche la cyclooxygénase de fonctionner, ça veut dire qu'il faut que j'empêche l'acide arachidonique de se fixer sur l'enzyme. À ce moment-là, si je bloque ces 2 étapes, si j'empêche le substrat de se fixer, je vais donc empêcher la fabrication de prostaglandine et je vais bloquer la réaction inflammatoire. Et la molécule qui est capable de faire ça, c'est l'ibuprofène. Si je prends ici l'activité de l'enzyme COX en présence de concentration croissante d'ibuprofène, qu'est-ce que je constate? Ici, pourcentage d'activité, ibuprofène en concentration croissante. Constat 1, quand la quantité d'ibuprofène augmente, l'activité de COX-2 diminue. D'accord? Au départ, 1 exposant moins 7, j'ai à 100%. Et plus j'augmente, en exposant moins 4, tu as 0% d'activité. Déduction, l'enzyme n'est plus capable de transformer l'acide arachidonique en prostaglandine quand l'ibuprofène est présent. Les études moléculaires nous montrent la position de l'acide arachidonique dans l'enzyme. Et ici, on peut voir les acides aminés qui se lient à l'ibuprofène. Donc, on est capable, en fait, de mettre de l'ibuprofène qui va venir prendre la place de l'acide arachidonique, sauf qu'il va bloquer le fonctionnement de l'enzyme. Donc, constat 2, la molécule d'ibuprofène effectue des liaisons avec des acides aminés du site de fixation de l'enzyme. Déduction, la fixation d'ibuprofène dans le site de fixation de l'enzyme empêche l'action de cette dernière sur l'acide arachidonique et donc sa transformation en prostaglandine. Il existe aussi d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens qui agissent sur la cyclooxygénase. Ça va être le cas de l'aspirine. Donc l'aspirine, elle est connue depuis l'Antiquité, puisqu'elle est extraite de l'écorce de saule. L'enzyme COX-1, cyclooxygénase 1. Donc ici, elle est affichée en sphère de couleur blanche sur un stop. Vous avez donc l'acide salicylique complexé à l'enzyme qui apparaît en rouge. Si je passe l'enzyme COX-1 en spaghetti, je laisse apparaître l'acide salicylique au centre. Donc ici, en fait, dans cette enzyme, j'ai un site de fixation qui peut être occupé par l'aspirine. Et ça va être le même principe que l'ibuprofène. Donc on a, au final, de l'aspirine qui peut se fixer grâce à des acides aminés sur le site de fixation et empêcher la COX de fonctionner et donc de fabriquer des prostaglandines. Il existe une 3e cyclooxygénase, COX-3, sur laquelle cette fois, c'est le paracétamol qui va agir. Alors par contre, le paracétamol, on n'est pas encore très sûr de son mode d'action. On sait qu'il n'a pas d'action anti-inflammatoire. Par contre, il a une action antidouleur. Je vous rappelle que la prostaglandine va jouer sur les terminaisons nerveuses de la douleur et sur la dilatation des vaisseaux. Quand on prend du paracétamol, ça ne joue que sur le système nerveux. On ne sait pas trop pourquoi. Mais une chose est sûre, c'est que ça fonctionne. Donc, on en prend. Alors, il nous reste la phospholipase. On aurait pu également la bloquer. Là, par contre, ce sont des anti-inflammatoires stéroïdiens, à savoir la fameuse cortisone qui va agir sur la phospholipase.